a des sujets dont on parle à voix basse, des sujets qu'on n'ose pas vraiment aborder à fond, dont on effleure tout simplement le contenu, parce qu'on n'ose pas. Mais ici, on ose. On ose parce que nous sommes sur Romance, et ici on parle du plaisir, on parle de l'amour, on parle du désir, et bien plus encore. Et ce soir, je reçois un invité qui n'a pas peur des mots, parce qu'habituellement sur ce genre de sujet, on a bien peur d'aborder les mots. Mais ici, on parle du plaisir, parce que l'amour, ou même l'absence de plaisir, c'est comme une belle maison sans lumière. Mais ici, on ose parler de plaisir, et notre invité va nous y aider convenablement. Elle n'a pas peur des mots, alors installez-vous confortablement. On parle du plaisir, prenez du plaisir à nous suivre. Notre sexothérapeute, on la reçoit dans un court instant, alors restez câblés. Ici dans Romance, on dit tout ce que vous pensez tout bas. On le dira avec la complicité de mon invité, Kira Roncinou. Bienvenue. Merci. Dans Romance. Merci de me recevoir. Mais merci d'avoir accepté notre invitation aussi. Tu es sexothérapeute. Hein? Alors, quand tu te retrouves à des endroits et que tu dis « je suis sexothérapeute », ça fait quoi autour de toi? De l'étonnement, beaucoup de curiosité. Ah oui? Ah bon? Et beaucoup de questions aussi. Je pense que c'est seulement parce que ce n'est pas forcément un métier très courant. Et pour le peu qui le font, c'est pas forcément un métier qui est très, très mis en avant. Et aussi, je suis une femme. Et on est sur le continent, on est en Afrique, on est au Bénin. Donc, tout ça mélangé ensemble, ça me met dans un contexte un peu particulier qui intrigue un peu les gens. Mais après, c'est vite passé, quoi. Non seulement tu es une femme, mais tu es relativement jeune. Qu'est-ce qui a bien pu t'amener à t'intéresser au plaisir des autres? Ou c'est parti de ton propre plaisir? Dis-moi, c'est parti d'où ça? Exactement, c'est parti de là. Je pense, toutes les questions que je me posais et auxquelles je ne trouvais pas de réponse m'ont vraiment interpellée. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, en cherchant des réponses, il fallait poser des questions. Et en posant des questions, plus j'en posais, plus je me rendais compte déjà qu'il n'y avait pas de réponse, mais que ceux vers qui je me tournais aussi avaient autant de questions que moi, voire même plus. Et je me suis sentie tout d'un coup vue, comprise. Et en fait, je me suis rendu compte que les problématiques que je pensais avoir, que je pensais qui ne concernaient que moi, c'était des problématiques en fait presque sociétales en fait. Et que plusieurs personnes avec les mêmes préoccupations que toi. Énormément. Et tout ça t'a appris, d'après nos échanges, t'a amené à te cultiver, à faire des recherches et à être aujourd'hui cette personne-là qui s'occupe du plaisir des autres. Exactement. Mais quand tu t'occupes du plaisir des autres, qu'est-ce que tu fais de ton plaisir à toi? Alors, je ne vais pas mentir, ma sexualité m'a toujours beaucoup aidée dans mon boulot. Parce que pour moi, il est beaucoup plus efficace de prêcher quelque chose que tu vis que de prêcher quelque chose que tu veux que les autres fassent. Et pour pouvoir mieux guider les autres, il fallait que je me donne le bon exemple déjà en prenant soin même de moi, en prenant soin de ma sexualité. Et c'est en prenant soin de ma sexualité, en comprenant tout ce que je pouvais en retirer, ça m'a beaucoup plus conforté dans l'idée que les autres aussi méritaient de découvrir la sexualité qui leur correspond. Et ça ne doit pas ressembler à celle des autres. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai une sexualité qui me ressemble, dans laquelle je suis totalement épanouie, et dont je peux un peu imaginer ce que ça pourrait donner sur le long terme. Tu vois un peu. Alors, les autres, je suis curieuse. Ça reste peut-être juste entre nous, là. Mais quand tu parles d'une sexualité qui te ressemble, d'ailleurs, sur le plateau aujourd'hui, on aborde la question du plaisir. Et c'est clair que sur la question du plaisir, chacun va trouver son meilleur positionnement. Mais là, ta sexualité ressemble à quoi? Alors, je veux pas... Pour que tu sois aussi radieuse, rayonnante, souriante. Parce que comme on dit, hein, quand la femme, elle chantonne le matin de bonne heure, c'est que il y a des choses bien la nuit. Alors, dis-moi, ça ressemble à quoi? Alors, je ne vais pas te donner une réponse très directe, mais je vais donner quand même une réponse qui, je pense, va satisfaire et va aider les autres à peut-être mieux comprendre ce qu'il leur faut.
Moi, ma sexualité, ce à quoi elle ressemble, c'est une sexualité qui me permet de trouver aussi, entre autres, un juste milieu d'équilibre dans la vie de tous les jours, le stress, les aléas de tout ce qui se passe et la sérénité que je retrouve quand je me retrouve dans les bras de mon partenaire. Le plaisir, la détente, la clarté que je retrouve après avoir passé un moment intime avec mon partenaire. Tout ça, c'est des choses que j'ai dû apprendre à cultiver. J'ai dû apprendre à comprendre mon corps, comprendre ce que je désirais, qui ne correspond pas du tout forcément à ce que on voit peut-être à la télé, à ce que l'éducation sexuelle de la rue aussi nous a montré. Et en me détachant de ce que je pensais de ce que je pensais qui devait être la sexualité, en me détachant de cette imagerie générale-là, j'ai découvert en fait ce qu'était la sexualité pour moi, ce que j'aimais, ce que ça m'apportait, ce que ça ne m'apportait pas, ce que je ne voulais pas, comment protéger cet espace-là qui est censé m'apporter que des choses bien, et surtout comment le protéger pour que justement on ne tombe pas dans l'autre revers de la médaille qui est que être actif sexuellement et ne pas être comblé, ça donne des êtres humains vraiment frustrés. Mais quand tu arrives à trouver le modèle de plaisir ou de bien-être intime qui te convient, comment tu fais pour vivre ça véritablement avec ton partenaire? Parce qu'il ne s'agit pas de le vivre juste pour toi, mais après c'est ensemble. Comment tu fais pour coopter, pour avoir la complicité de ton partenaire et arriver maintenant à vivre ce plaisir-là à deux, parce que c'est une langue qui se parle quand même à deux. Exactement. Alors, c'est quoi le secret pour en arriver là? Alors, le secret, c'est une vieille recette de grand-mère que beaucoup de personnes négligent. Mais aussi, c'est parce qu'on nous a pas vraiment appris, c'est la communication. Il faut communiquer. Et malheureusement, communiquer, ou heureusement, comme on l'a dit, c'est quelque chose qui se fait à deux. Communiquer, c'est deux choses. C'est comprendre l'autre et se faire comprendre aussi de l'autre. Et ça demande un travail consciencieux à deux. Le plus important dans ce genre de cas-là, c'est quand tu te rends compte que tu es arrivé à un stade de ta vie où tu veux avoir le contrôle sur ta sexualité, tu veux pouvoir en profiter. On se pose d'abord les bonnes questions auxquelles on trouve des réponses et on partage ces informations-là avec son partenaire. Et comme ça, on emmène aussi son partenaire à s'ouvrir, pouvoir se poser lui aussi les bonnes questions et nous transmettre les informations qui lui correspondent. Après, à partir de là, on a des petits outils qu'on n'avait pas avant pour commencer à explorer à deux et trouver un juste milieu. Par rapport à ce que le milieu qui fera plaisir à chacun, parce que quand on y va, faut bien que chacun prenne son pied, non? C'est primordial. C'est important. C'est primordial. Alors, donc, il faut pas juste prioriser le plaisir de l'autre au détriment du sien, mais trouver véritablement le juste milieu pour que chacun soit épanoui, chacun soit content. Mais dans ce cas, on va peut-être revenir un peu sur la question du plaisir, parce que c'est d'ailleurs le sujet même de l'émission aujourd'hui. Tu commences à nous envoyer bien loin. Donc, on revient là pour parler déjà du plaisir. Comment on peut définir le plaisir? Grosse inspiration. Je dirais en français simple, c'est tout ce qui nous fait du bien. Vraiment, c'est tout ce qui nous fait du bien. C'est tout ce qui arrive à nous déconnecter un peu, un instant, ou pendant même un long moment, de tout le reste qui ne va pas forcément bien. C'est des petits moments de répit dans la vie, dans la montagne russe ou les montagnes russes qu'est la vie. Je dirais que c'est ça. Alors, quand je t'écoute parler comme ça, ce qui me vient en tête, c'est en fait le plaisir ne se limite pas seulement à ce qui est sexuel. Du tout pas. Donc, bien au-delà du plaisir sexuel. Bien au-delà. Bien au-delà. Le plaisir, c'est, par exemple, aimer vivre sa vie. C'est le plaisir, c'est par exemple apprécier ou se nourrir, par exemple, des interactions qu'on a avec les autres. Le plaisir, si tu veux, si j'aime par exemple du chocolat chaud, c'est de pouvoir prendre du chocolat chaud que j'en ai envie. Exactement. Et d'avoir du plaisir pendant que je le prends, quoi. Exactement. Donc ça, c'est le plaisir dans le sens le plus large, d'accord. Mais dans notre environnement, romance, le plaisir, on va voir du côté de l'homme
comment on arrive vraiment à vivre son plaisir. Parce qu'à ce moment-là, il ne s'agit plus seulement de soi, Non. mais de soi avec son partenaire Exactement. ou sa partenaire. Comment on fait dans ce cas-là, le plaisir, est-ce qu'il se manifeste de la même manière chez l'homme que chez la femme? Déjà, le désir, parce qu'il faudra faire la différence entre le plaisir et le désir. Bon, dis-nous tout, parce que là, je pense que tu es dans ton domaine. Hein? Merci beaucoup. Dis-nous alors tout. Un plaisir de développer tout ça en un français quand même assez simple. On se concentre beaucoup sur le plaisir. Mais ce qu'on oublie, c'est que le plaisir ne vient généralement qu'après le désir. Quand on a un bon désir, on a un plaisir beaucoup plus intense, beaucoup plus facile. Du coup... Mais le désir, il part d'où? Le désir, ça va partir de beaucoup de choses. Parce que le désir, c'est quoi? C'est la manifestation qu'aura ton corps de vouloir passer à un acte sexuel, de vouloir avoir de l'intimité. Ça, c'est déjà le désir. Et quand on le récupère bien, quand on le gère bien, il devient le plaisir. Exactement. Quand on le gère bien, il nous permet d'avoir beaucoup plus de plaisir. Tu peux avoir du plaisir même sans avoir cultivé un désir particulier en amont. Ton corps pourra te donner un certain degré de plaisir. Mais quand tu as préparé ton corps psychologiquement, mentalement, physiquement, il y a ce désir-là, ce appétit-là de vouloir ressentir du plaisir. Le plaisir est beaucoup plus intense. Il est beaucoup plus intéressant. Alors, on s'installe confortablement dans ce plaisir et comprendre qu'est-ce qui fait la différence entre le plaisir chez l'homme et le plaisir chez la femme, ou les deux sexes vivent ce plaisir-là de la même manière. Le plaisir, ce n'est pas très rentable pour nous en tant qu'humains de vouloir comparer le plaisir de la femme et de l'homme. Parce que le plaisir, en vrai, varie seulement d'un individu à un autre. La vraie différence entre les hommes et les femmes, c'est la capacité qu'aura peut-être les hommes à avoir peut-être plus facilement du plaisir que les hommes. Tu vois? Parce qu'on est dans une société où malheureusement, la sexualité pour une femme, avant de commencer à avoir du plaisir, c'est un processus beaucoup plus long que pour les hommes. On a beaucoup de femmes qui sont actives sexuellement pendant des années avant. Mais qui ne réussissent vraiment pas à ressentir du plaisir. Vraiment pas. Vraiment, quand je te dis vraiment pas, vraiment même pas une seule petite nuance. Et malheureusement, on va penser que oui, c'est peut-être, elle n'est pas tombée sur un bon partenaire. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est plutôt sociétal. L'éducation sexuelle que l'on octroie aux filles et aux garçons sont très, très différents. Et on n'est pas là pour critiquer, mais la vérité est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des adultes, en fait, qui n'ont pas une sexualité, en fait, compatible. Parce que les filles seront plutôt éduquées de manière très, très restrictive. Leur éducation sexuelle va se limiter à ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ci, avec beaucoup de violence verbale, des fois même de violence physique. Et là, on parle encore de chez nous ici. Ailleurs, dans d'autres pays, c'est encore plus violent. Et dans l'autre sens, les hommes, eux, ont une liberté sexuelle énorme. Et quand je dis liberté sexuelle, c'est même sans une éducation sexuelle qui pourrait même le permettre de pouvoir découvrir le genre de sexualité qu'ils peuvent avoir. Et malheureusement, avec tout ce qu'il y a comme information sur les réseaux Internet, le porno, les hommes se nourrissent aussi de ça. Et ce qui fait qu'on a des hommes qui sont hyper sexuels, mais pas dans le bon sens. Et des femmes qui sont plutôt dans le sens contraire, qui ne ressentent pas de connexion immédiate avec leur sexualité. On se retrouve avec un dépareillement. Donc là, on se retrouve avec des hommes qui ont il y a beaucoup d'informations et chacun essaye d'aller chercher là où il peut chercher. Après, se retrouve avec énormément d'informations et pas toujours les bonnes aussi. Généralement, pas toujours les bonnes. Ou les informations qui sont adaptées à soi. Parce que quand je t'écoute, c'est chacun qui, à son niveau, arrive à définir le juste milieu de son plaisir. Exactement. Mais est-ce possible d'apprendre à avoir du plaisir? Oui. Oui. Quand je réponds oui comme ça, de façon aussi directe, mais comment on fait? Alors, apprendre à avoir du plaisir, c'est déjà prendre conscience de cela. C'est déjà prendre conscience qu'on mérite le plaisir. Qu'on mérite le plaisir. Qu'on a le droit au plaisir. On a le devoir même au plaisir. Je dis souvent quelque chose, si vous n'êtes pas actif sexuellement parlant, c'est compréhensif. Mais quelqu'un, une femme ou un homme qui est actif sexuellement parlant, et qui n'en tire pas ce qu'il va en tirer,
c'est quelqu'un qui est en train de se faire déstabiliser. C'est quelqu'un qui va être frustré. C'est quelqu'un qui va pas se sentir complet. Tu veux que je te prête un mot pour peut-être oui, vas-y, qualifier ça? Prête-moi. Est-ce que c'est pas un gâchis? C'est un gâchis. Un gâchis en termes d'énergie, oui, de plaisir, attends, de tout ce qu'on met dedans là. C'est ça. C'est un gâchis. Et le truc, c'est que si ça pouvait se limiter seulement à un gâchis, ce serait bien. Le truc, c'est que ça a des répercussions particulières. On prend l'exemple, par exemple, d'une femme qui, chaque fois qu'elle veut faire l'amour, ne ressent pas de plaisir, ressent peut-être de la douleur, des irritations. Elle n'aime pas ça. Chaque fois qu'elle va penser à cela, c'est pas quelque chose qui va lui faire du bien. Et le pire, c'est que chaque fois qu'elle va se rendre compte que, techniquement parlant, elle est censée avoir du plaisir, c'est quelque chose qui va la frustrer. Et quand tu es frustré par quelque chose de tout naturel que tu devrais avoir, ça peut avoir un impact direct sur la qualité de ton quotidien, la qualité des interactions, de ton bien-être, c'est ça, en fait, de ton épanouissement, de tes interactions avec les autres, mais même la qualité des interactions que tu as même avec ton partenaire. Et ça a une incidence dramatique même sur ton identité personnelle, parce que l'identité sexuelle, c'est un nous. En fait, notre sexualité fait partie de notre identité. Donc, si tu vas pas bien dans ton intimité, tu ne vas peut-être pas t'en rendre compte, mais il y a une répercussion claire dans ta vie de tous les jours. Et puis, tu vois, c'est peut-être aussi pour ça que dans notre environnement, habituellement, quand on voit une femme qui est un peu nerveuse, fâchée tout le temps, on dit elle est mal, c'est parce qu'on s'occupe pas bien d'elle. Elle est mal. Donc, c'est peut-être assez vulgaire de le dire, mais au ça fond, découle quand même d'une réalité. Ça pourrait être une réalité. Non, ça découle quand même d'une certaine réalité. C'est incroyable la frustration que tu peux avoir en te disant que tu fais quelque chose qui devrait te faire du bien, mais qui te fait du mal. Je sais pas si tu vois un peu. Et c'est quelque chose qu'a priori, tu dois faire. Alors que le sexe, ce n'est pas quelque chose qu'on doit se dire, je dois le faire. J'essaie, j'ai envie de le faire, j'ai besoin de le faire. Donc, si je comprends, ne pas le faire juste parce que c'est comme une case qu'on doit cocher ou c'est un devoir à accomplir, quoi. C'est la meilleure manière de foutre sa sexualité en l'air. Foutre sa sexualité en l'air. Oui, clairement. Très alors, mais comment on fait pour ne pas foutre sa sexualité, si tu veux? Comment on fait pour ne pas foutre sa sexualité en l'air? De pouvoir se donner du plaisir, parce que ce plaisir-là, il se vit à deux, et profiter non seulement pour soi, mais profiter avec son partenaire. Comment on fait ça? C'est quoi le secret? Parce que toi, tu accompagnes aujourd'hui des hommes et des femmes dans ce sens-là. Et si tu es là, c'est aussi pour permettre à ceux qui nous suivent d'apprendre énormément. Mais alors, comment on fait? C'est comme déjà, merci pour ta question. C'est vraiment une question qui va quand même permettre à pas mal de personnes de peut-être se retrouver un peu dans leur propre questionnement personnel. Pour répondre à cette question, comment ne pas foutre sa sexualité en l'air ou comment prendre soin de son plaisir, c'est déjà commencer à se poser les bonnes questions. Déjà même à se poser des questions. Et des questions après qui vont se révéler être les bonnes questions parce que ça a rapport avec vous. C'est vous qui vivez votre vie. Après s'être posé les bonnes questions, il faut commencer à chercher des solutions, commencer à trouver des éléments de réponse. Moi, je suis là à place. C'est un exemple. Et quand vous avez commencé à trouver des éléments de réponse, et qu'on parle d'éléments de réponse, c'est pas forcément les solutions, mais les éléments de réponse peuvent être même le fait d'avoir situé le problème. Si par exemple, dans ton intimité, je vais toujours prendre l'exemple toujours d'une femme après passer à celui d'un homme. Quand tu prends par exemple une femme qui dans son intimité n'a pas de plaisir, elle sait pas pourquoi. Et tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle a pas de plaisir. Mais à un moment donné, elle se pose des questions, mais pourquoi j'ai pas de plaisir? Elle se rend compte à un moment donné que elle mouille pas forcément bien durant l'acte. Si elle mouille pas bien, ça veut dire que la pénétration ne peut être que douloureuse. Si elle a de la douleur, son cerveau peut pas se concentrer sur le plaisir. Sur le moment présent. C'est ça, en fait. Ça, c'est déjà des questionnements qui sont... la douleur, c'est désagréable. Non, ça coupe net. Il y a pas. Je dis souvent que le plaisir d'une femme commence souvent avec une bonne lubrification. Parce que c'est ça vraiment qui va garantir un acte sexuel, l'acte plus profond de qualité. Il n'y aura pas de friction, il n'y aura pas de douleur. Et surtout, le partenaire masculin aura plus de chances de donner du plaisir parce que son travail aura plus de sens. Oui, mais parce que à ce moment, on prépare le terrain. Exactement. J'ai un professeur qui disait que le rapport sexuel, en fait, c'est un dîner de gala. C'est ça. Et donc, depuis l'étape où on commence avec l'apéro, les amuse-bouches, l'entrée chaude,
l'entrée froide. Même la manière dont on a dressé la table. Voilà, Les assiettes qu'on a choisies. l'ambiance, tout Tout ça. ça, la musique, tout. Donc, il faut réussir à mettre les petits plats dans les grands parce Exactement. que déjà, quand tu as un dîner de gala, c'est une toilette bien soignée, quoi. Très, très soigné. Et tout ça compte C'est ça, c'est tout ça qui énormément. fait finalement le dîner de gala, quoi. Et ramener maintenant au plaisir, c'est la préparation. La préparation qui doit être mutuelle aussi. Oui, qui doit être mutuelle. Il faut... Est-ce que les hommes ont besoin d'être préparés aussi à ça? Oui. Parce que j'ai l'impression que ça va plus assez automatique. Chez les hommes, je sais pas. On va dire que cette vision aussi c'est beaucoup nourri par les opinions populaires, hein, ou par les rumeurs populaires. C'est vrai que la sexualité des hommes sont plus réactive que celle des femmes, mais elle n'est pas moins complexe pour autant. Et elle n'est tellement pas moins complexe que la plupart des hommes qui vont se retrouver face à des problèmes sexuels, les vivent même, croyez-moi, pire encore en fait que les femmes. Et ils ont de vrais problèmes qu'ils ne partagent pas parce que aussi, la société donne une image de, en tant qu'homme, tu n'as pas de problème. Et en tant qu'homme, tu ne devrais même pas avoir de problème au niveau de ta sexualité ou au niveau de la qualité de tes érections, par exemple. Mais là où on pense que pour les hommes, c'est plus réactif, c'est parce que comme je l'ai dit, les hommes, ils ont eu pendant très longtemps beaucoup de liberté pour comprendre leur corps et tout. C'est beaucoup la réaction rapide de leur corps. Ça pourrait être quelque chose que nous aussi on aurait pu avoir si on n'avait pas eu cette éducation. Donc, super tu parles restrictive. peut-être aussi du modèle d'éducation, Exactement. de peut-être notre environnement, la façon dont on a été accompagné, on a été éduqué. Exactement. La vision de la sexualité qu'on nous a inculquée et que nous-mêmes on a fini par accepter. Parce qu'il y a beaucoup de personnes. Est-ce qu'on a vraiment le choix? On n'a pas vraiment le choix. On part avec cette base et chacun essaie de déconstruire. Après, si on se donne vraiment les moyens, si on se donne la possibilité, si on a par exemple un partenaire qui s'y connaît un peu plus, etc. Et c'est comme on disait tout à l'heure, pour commencer à avancer dans tout ça, c'est d'abord se poser les bonnes questions. Pose-toi des questions. Ça ne va pas. Pourquoi est-ce que ça ne va pas? À partir du pourquoi est-ce que ça ne va pas, c'est déjà un premier élément de réponse. Dès que tu sais que, ok, je n'ai pas de plaisir, c'est peut-être à cause de ci, peut-être à cause de ça. Quand tu arrives à mettre le doigt sur le problème, déjà, il y a un premier travail incroyable que le cerveau fait. Tu vas déjà mieux. Parce que tu sais que c'est nous qui commandons ce cerveau-là. Exactement. Et tout part de là. Tout part de là. Le cerveau joue un rôle majeur dans la qualité de vie sexuelle qu'on peut avoir. Parce que ton corps ne va s'aligner qu'avec ce qu'il y a dans ta tête. Et pas le contraire. Alors, on va évoluer un peu dans le débat maintenant et comprendre que parfois, au regard des difficultés de la vie, des réalités quotidiennes, ce plaisir-là commence à s'effriter, perd de son intensité. De son intensité. Qu'est-ce qui peut bien expliquer ça? Je pense que le sexe devient de plus en plus mécanique et il ne reste que mécanique pour la plupart des gens. Le sexe ne peut continuer à vous apporter beaucoup de plaisir que quand vous le voyez comme de l'exploration. C'est de l'exploration, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Et la meilleure manière de pouvoir ouvrir un peu la porte de cette exploration-là, c'est de se rappeler, parce que qu'est-ce qui rend le sexe si mécanique? C'est le fait de ne finalement se concentrer que sur la pénétration, de se dire, voilà, on a une érection, on a de la lubrification, voilà, on fait l'amour. Mais c'est pas ça. Mais ça devrait être quoi? Ça devrait être plutôt... Parce que là, tu sors le gros mot, attends. Exploration. Qu'est-ce qu'on vient explorer là? On explore justement le corps. Et le corps ne se limite pas aux parties génitales. Alors, mais qui explore le corps de qui? Ton partenaire peut explorer ton corps. Comme toi aussi, tu peux aussi apprendre à explorer ton corps pour découvrir par exemple les zones érogènes de ton corps. Les zones érogènes, c'est quoi? C'est les zones vraiment qu'on stimule ou qui peuvent être stimulées sur le corps et qui vont vraiment créer des sensations de désir ou de plaisir. Et généralement, pour beaucoup, on ne connaît pas nos zones érogènes. Mais, parlant de ces zones érogènes-là, est-ce qu'il faut que ce soit un partenaire qui amène son coéquipier, son partenaire à découvrir ou soi-même on découvre? Les deux.
où on découvre, où on amène son partenaire à découvrir. Le découvrir, c'est vraiment les moments où tu passes du temps avec toi-même. Les moments où, par exemple, tu t'auto-gratifies toi-même de plaisir, par exemple. Alors, collecter ces informations. Attends. Il faut les partager. S'auto-gratifier de plaisir de façon plus simple. Tu ne fais pas recours à certaines pratiques qui ne sont pas très tolérées, très acceptées. Tolérer, accepter, bon, les gens vont dire ce qu'ils veulent en dire. Et la vraie vérité, c'est que entre les 4 murs des chambres de chaque personne, les gens font ce qu'ils veulent. Et les gens font ce qui leur font du bien. C'est juste que c'est pas des sujets qu'on va étaler sur la place publique. Plateau comme ça. Mais nous, on ose. On ose, d'accord, mais est-ce que c'est pas un peu osé aussi? Oui, le truc, c'est que c'est un sujet qui, tout naturellement, a été catégorisé, a été mis dans la catégorie du osé. Il n'y a pas la manière dont on pourra parler de sexe et ça n'aura pas l'air d'être en train de parler d'un sujet extraordinaire. Mais le truc, c'est qu'il faut en parler. Tous les êtres humains naissent avec un appareil génital. Et à un moment ou à un autre, on devient sexuellement actif. Et ce qu'on oublie, c'est que de cette sexualité-là, il y a beaucoup de choses qui découlent. Il y a de la déviance, par exemple, qui découle. Il y a des adultes qui vont devenir des adultes pas si structurés, pas si stables que ça. Il y a beaucoup de choses importantes qui découlent de ça. Et ce n'est pas en se cachant, en essayant de ne pas parler du sujet que ça va améliorer les choses. Parce que de toute façon, on en parle. Alors, et nos croyances religieuses, hein, où est-ce que tu places tout ça? Parce qu'il y a tellement d'interdits et à un moment, peut-être, il faut couper la lumière. Faut pas oser se regarder dans les yeux. Comment on fait vraiment pour vivre de la plus belle manière, sans plaisir, avec autant, je vais dire, autant de blocages autour de nous? Alors, c'est comme tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses avec lesquelles, en fait, on est venu, on a vu. On est né dans une société. Et on a copié, voilà, on fait du suivisme. C'est ça, et c'est plutôt normal. Mais la différence vient seulement quand à un moment donné, tu te rends compte que, ok, tu fais du suivisme, mais t'es pas heureux. Ça, il y a quelque chose qui te manque. Et tu te retrouves dans des conditions où tu es obligé d'apprendre à déconstruire certaines choses pour commencer à trouver des réponses qui te correspondent. Alors, puisque l'objectif ici, c'est de permettre aussi à chacun de repartir avec des éléments quand même assez intéressants pour servir dans la vie de tous les jours et se faire le maximum de plaisir. Surtout qu'on l'a dit, hein, ne pas réussir à se faire ce plaisir-là, c'est quand même un gâchis. Alors, voilà, c'est criminel. On le dit tout doucement parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas trop fort, c'est criminel. Alors, quelles sont ces clés du plaisir que tu peux partager avec nous? La première chose, déjà, comme j'ai dit, c'est de se poser des questions, de se poser les bonnes questions. La deuxième chose, c'est de communiquer. C'est très, très important de communiquer. Il faut pouvoir, quand vous vous êtes posé les bonnes questions et que vous avez commencé à trouver même des éléments de réponse ou pas, communiquer et ces questionnements et ces éléments de réponse-là à votre partenaire parce que c'est avec lui que vous dansez ce fameux tango. Et la troisième chose, le conseil ultime que je donne, c'est prenez le temps de vous explorer tous les deux. En tant que partenaire, ne limitez pas la qualité de votre sexualité à seulement la pénétration. La pénétration, c'est la cerise sur le gâteau. Et le gâteau doit être bien fait. Tout votre corps est un terrain de jeu. Le corps est fait pour procurer énormément de plaisir. Du cheveu jusqu'à l'orteil. Vous devez prendre le temps de vous explorer pour découvrir ce que l'autre aime, ce que l'autre n'aime pas. Surtout en prenant votre temps. Ne faites pas du sexe quelque chose de forcément expéditif. Prenez le temps, comme un bon repas. On prend le temps de savourer. Comme un bon vin. Pas seulement un bon repas, j'ai envie de dire une bonne bière. Une bonne bière. Une bonne bière. Là, tu prends, tu vas gorgée par gorgée et tu savoures. Ça peut faire du bien, ça. Ça peut ou bien ça fait. Ça fait. Ah, ça fait du bien. Non, pas encore. Tu vois, mais oui. Attends, tu vois la sensation quand tu mets la bière dans ta bouche. Pas forcément parce que je suis une grosse consommatrice de bière. S'il te plaît, mais il faut préciser bien fraîche. Une bière bien fraîche. D'accord? Et là, ça tombe sur ta langue. Ensuite, ta gorge. Et tu vois tout le trajet que ça fait.
Comme quand tu as hyperbement chaud et que tu as une belle boisson froide. Déjà, au moment où tu te sers cette boisson froide et que tu la mets dans le verre avec des glaçons, tu vois comment les glaçons craquent, craquent. Donc, vraiment, comme tu dis, c'est savourer le processus. Oui, c'est savourer tout le processus. Mais je suis sûre que tous ceux qui nous écoutent nous se demandent comment on fait justement pour réussir à avoir la complicité de notre partenaire. Parce que ça se limite pas à nous, tu vois. Si j'ai envie de me faire plaisir, je peux me faire plaisir. Exactement. Mais après, c'est à deux. C'est ton langage, c'est une langue qui se parle à deux. Comment j'arrive à dire à mon partenaire, par exemple, écoute, là, c'est pas bon, avance un peu ici. Alors, c'est une question très pertinente que tu as posée parce que ce n'est pas facile de parler de sexe. Et ça l'est encore moins avec son partenaire. Ce qui est étonnant d'ailleurs parce que ça devrait être facile, mais ça ne l'est pas. Généralement, dans ce genre de cas, il y a quelque chose qui compte, mais sur quoi on n'a pas forcément beaucoup de contrôle, qui est aussi l'ouverture d'esprit du partenaire avec qui on est. Mais vu qu'on n'a pas de contrôle sur ça, on peut avoir un partenaire qui est ouvert d'esprit ou pas. Le plus important, c'est dès que vous vous rendez compte que vous êtes déjà mis dans la capacité de pouvoir communiquer, trouver par exemple le bon moment pour en parler. C'est vrai, il y a deux façons d'en parler. On peut en parler durant l'acte. Quand on parle durant l'acte, c'est pour guider un peu son partenaire. Ah non, je préfère que tu fasses ci. Prends-moi plutôt comme ça. Mais justement, comment on arrive à parler durant l'acte? Pas on n'arrive pas à parler. Pour arriver à parler durant l'acte, il faut accepter déjà que vous êtes en train de vous amuser. C'est pas si sérieux que ça. En fait, pendant le sexe, on peut rire. C'est-à-dire que, imaginez un truc simple. On est en train de faire l'amour, par exemple, et tout, et je me rends compte que dans la position là, j'ai mal. Frère. Ouais, malin. Descends d'abord. Et puis on éclate de rire. Tu vois, le gars te fait, pardon, je suis concentrée. Frère, descends. Tu vas descendre d'abord. Tu vois, en fait, c'est ça, en fait. Ça peut être aussi de la communication verbale. Tu vois. C'est vraiment. Donc, arriver vraiment à rentrer dedans, quoi. C'est ça, en fait. Rentrer dedans. Ça pourrait aussi prêter à confusion. Mais bon, ça fait aussi. Oui, il faut accepter que c'est aussi un moment de jeu. C'est pour ça aussi que le sexe est si bon. C'est vraiment un des seuls moments où on peut vraiment être soi-même, où on peut se laisser même à découvrir même qui on est d'autre. Parce qu'après, tu ne penses pas que le cadre dans lequel on le fait, tout ça joue, tout ça contribue aussi? Oui, ça joue, mais je dirais surtout, franchement, ce qui joue surtout, ce sera la capacité d'être deux partenaires pour pouvoir communiquer. À qui on a affaire alors? À qui on a affaire, avec qui on est, avec qui. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça qui va vraiment être le vrai game changer. Est-ce que c'est une personne qu'on désire? Est-ce que c'est une personne qu'on veut bien avoir avec soi? Parce que si c'est pas la bonne personne aussi, enfin la bonne personne dans le sens de la personne avec qui je voudrais être, ça pourrait jouer sur la qualité du plaisir que je me procure. Oui, ça pourrait jouer. Et c'est peut-être à cause de ça que parfois on dit, faut éteindre l'allumette, faut éteindre l'allumette. On rigole. Ne pas regarder le visage. Je pense que vraiment, chaque personne devrait s'asseoir comme devant un reflet conscient de lui-même, devant un miroir et accepter la réalité qu'est sa vie sexuelle. Et à partir de là, commencer vraiment à chercher les options de solutions qui correspondent à ses besoins spécifiques. C'est vraiment ça le plus important. Et comme j'ai dit, derrière, c'est communiquer. Il faut absolument trouver un moyen. C'est très important. Parce qu'à partir du moment où on décide de se mettre à nu devant son partenaire, on doit pouvoir se mettre à nu. Hein. Exactement. On est nu, donc disons les choses, quoi. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il reste encore caché? Il n'y a plus rien. Adam et Ève dans toute leur splendeur. Qu'est-ce qu'il reste encore? Bon. Alors, le sujet est super intéressant. Il y a beaucoup d'aspects qu'on aborde. Mais là, nous sommes à la fin de l'émission. Si on a envie de continuer à te suivre parce que tu es très active sur les différentes plateformes et tu donnes énormément de conseils pour accompagner, pour orienter, pour guider. Exactement. Alors, comment on fait pour te suivre? Et j'avoue que ta page là, ça bouge fort. Alors, pour me suivre, c'est simple. Hein. Vous tapez juste ta thérapeute collé, sans aucun espace. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, vous me retrouverez très, très facilement. Et à partir de là, on verra bien. On peut te voir en dehors des plateformes aussi, parce que tu proposes des accompagnements. Oui, exactement. Vous pouvez booker des consultations pour pouvoir avoir des séances en tête à tête avec moi pour mieux comprendre tout ce qui se passe dans votre vie. Comme aussi, on a toute une équipe pour vous aider à mieux prendre soin de votre sexualité avec des productions plutôt avancées. Donc, on a tout ce qu'il faut pour vous.
Alors, un message fort, juste un message fort pour toutes ces personnes qui nous écoutent, sans oublier qu'on a parlé du plaisir. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Je pense que le message fort que je lancerai, c'est il faut comprendre que vous êtes important. Votre plaisir est important. Si vous êtes important et que votre plaisir est important, il faut pouvoir en prendre soin. Et vous avez le droit et le devoir d'avoir une sexualité qui est épanouie. Et surtout, ne vous sentez pas seul parce que la plupart des problèmes que vous avez sont des problèmes que la plupart des gens ont. Il y a des solutions. Toujours. Toujours. En tout cas, Kira trouvera toujours la solution qu'il faut, quel que soit le problème. Je rappelle, tu es sexothérapeute. Exactement. Tu es Kira Roussinou. Roussinou, pardon. Kira Roussinou. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir vraiment parlé à cœur ouvert, laissé parler ton cœur. Comme je dis, tu n'as pas peur des mots, hein? Ah ben non. Du tout. du tout. Et tu nous as d'ailleurs apporté la preuve. Alors, chers amis internautes, comprenez tout simplement que le plaisir n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Vous y avez droit, nous y avons droit. Et nous méritons véritablement de vivre pleinement notre plaisir. Alors, faites-vous plaisir, amusez-vous. Ça dure qu'un court instant et la vie va suivre son cours. À bientôt dans Romance.